tous. Comme je disais, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle générative qui sera animé par Normand Roy et Bruno Poilievent. Je m'appelle Alexandre Lannoy, je vais être le modérateur du webinaire aujourd'hui. Euh, donc, Quelques petites consignes là, sur le fonctionnement. Donc, on a deux présentations prévues pour environ une vingtaine de minutes chacune. Bruno va se joindre à nous en cours de route avant sa présentation. Et ça nous gardera un temps de discussion pour la fin. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les envoyer dans la section Q et R qui est l'icône le plus au centre dans le bas de l'écran. Ces questions-là, moi, je vais les consulter, les compiler et m'en servir pour animer la discussion à la fin, après les deux présentations. Donc, c'est moi qui vais les présenter, les proposer comme fin de discussion à Normand et à Bruno. Je vais tenir compte, important, je vais tenir compte des questions qui sont dans le QR, pas dans la discussion totale, parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Donc, vraiment, vous concentrer sur cette section-là. Alors, comme je disais, on a une présentation de Normand Roy, qui est professeur à l'Université de Montréal, dans le département de PPA, donc qui est spécialisé en technologie éducative, et en particulier les technologies émergentes. C'est pas mal lui qui nous explique périodiquement les avancées de l'intelligence artificielle parce que ça nous pose beaucoup de questions à nous aussi. Donc, Normand Roy qui va nous présenter en premier, et Bruno, je pourrais peut-être dire un mot quand il va arriver tantôt, qui est aussi un collègue de l'Université de Montréal. Donc, sans plus tarder, je te laisserai la parole, Normand. Merci beaucoup, en fait, Alexandre. Et en fait, Bruno va s'intégrer dans le milieu de la présentation, mais il va pouvoir se présenter en quelques secondes dans le milieu, fait qu'on fera pas une pause pour toi, Alexandre. Je vais t'épargner ça. Donc, ça va couler comme un peu ma présentation. Bruno fait un bout, puis je fais une conclusion des deux morceaux ensemble. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Je partage mon écran et on va se lancer, en fait. Alexandre, tu peux juste me confirmer à l'audio que tu vois bien mon écran, s'il vous plaît? Oui, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, je vais cacher les autres. Donc, intelligence artificielle générative, où en sommes-nous en éducation? Ben merci, hein, j'ai vu le clavardage. Je ne pourrais pas le suivre en temps réel, Alexandre l'a nommé. Il y a beaucoup d'actions dans le clavardage en ce moment. Donc, nécessairement, je ne pourrais pas tout suivre en parallèle, mais sachez qu'on pourra faire un suivi à la fin. Euh, Cette conférence-là, en fait, ça vient à la suite de la première qui a lieu il y a eu environ 18 mois. En fait, il faudrait que je retourne voir sur le site du CRIFPE. Et puis, justement, ben, je trouvais ça original de commencer ma présentation avec ma conclusion de l'IA 18 mois, en fait. Donc, je pars avec la dernière diapositive parce que l'intention d'aujourd'hui, c'était vraiment un peu de repartir de tout ce qui s'est passé après ma précédente présentation, c'est-à-dire il y a un an et demi. Donc, je ne reviens, mon intention n'est pas de revenir sur tout ce que j'ai déjà parlé, mais je me suis vraiment posé la question à savoir, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans les 18 derniers mois? Ma conclusion était celle-ci. À ma dernière présentation, je soutenais vraiment l'idée qu'on avait des grands besoins de littératie de l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous démontrer que c'est encore plus nécessaire. Il y avait quand même des gros enjeux de compétences informationnelles. Là, on va voir aujourd'hui que là, l'IA nous donne un coup de main, en fait, à travers ça. Le concept de rédactique, j'y reviens aujourd'hui, et la transparence d'usage et des données des algorithmes. Donc, mon plan de présentation d'aujourd'hui, en passant, toute ma présentation sera disponible après. Donc, soyez sans crainte. Je rends tout accessible. Je fais juste m'assurer que tout est correct pour les droits et vous aurez accès à la présentation complète en Creative Commons pour pouvoir réutiliser. Donc, ce que je regarde dans la présentation aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution de l'IA depuis 2024. Donc, les transformations des systèmes d'IA, ce que je vais appeler les outils imbriqués, les enjeux et défis. Bruno va faire un passage justement sur les tuteurs intelligents qui, je pense, c'est vraiment le développement le plus actuel en ce moment, qu'on voit vraiment l'émergence en éducation. Et si j'ai du temps à la fin, j'aimerais vraiment vous glisser un mot sur les agents d'IA, qui est vraiment, vraiment the next big thing, là, la prochaine chose qu'on va voir émerger. Et vraiment, là, on tombe dans autre chose encore plus performant par rapport à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle les agents d'IA. Si j'ai du temps à la fin, j'aimerais l'aborder un peu dans la dernière diapositive en conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a vu faire dans la dernière année? Vraiment des modèles de plus en plus puissants. Ici, vous voyez vraiment là, les années 2018 à 2023, la croissance des modèles. Quand je dis des modèles plus puissants, ça a un impact en fait sur plusieurs choses. Mais ce qu'on voit, c'est un peu une course à avoir des modèles de plus en plus grands. On veut dire par plus grand, c'est le nombre de paramètres qu'on y retrouve. Et donc,
le nombre de ressources, documents qui est derrière ça. J'ai mis une étoile en haut à droite, ChatGPT 5, pas parce que je le trouve plus important, parce qu'il ne rentre pas dans le graphique actuel. Le pronostic, en fait, pour ChatGPT 5, c'est qu'il y aura environ 1500 milliards de paramètres, donc au-dessus de mon graphique actuel. Donc, on s'attend à ce qu'il soit à peu près 10 fois plus puissant que ce que ChatGPT nous propose à l'heure actuelle, qui est autour de 175 milliards de paramètres. Qui dit paramètres dit finalement vraiment une capacité d'avoir un traitement de données plus grand ou plus de probabilité dans une base de données. Donc, si on va voir la littérature très, très, très récente, là, on voit vraiment qu'on arrive à un certain plafond, en fait, de la puissance des modèles, tout simplement parce qu'il n'y a plus de bonnes données ou de données à mettre dans les modèles. On est beaucoup plus maintenant, justement, à ajouter des différentes fonctionnalités, beaucoup plus qu'à avoir des modèles de plus en plus puissants. La croissance, elle a été vraiment impressionnante, mais là, on arrive à un certain plateau que la plupart des compagnies s'entendent, en fait, et le pronostic ben, ce qu'on entend pour ChatGPT 5, qui sera autour de 1500 milliards de paramètres. Euh, et il est encore discuté à savoir ça va être quoi le chiffre exact. L'autre élément qui a changé énormément dans la dernière année, c'est ce qu'on appelle le context window ou la fenêtre de contexte en français. Cette idée-là que dans le fond, les modèles d'IA ont de plus en plus une grande mémoire. Non seulement il faut avoir beaucoup de paramètres, mais il faut que les modèles soient capables de retenir de l'information, puisque lorsque je discute avec ces modèles-là, on souhaite qu'ils soient de plus en plus capables de se rappeler de tout ce qui a été dit dans les discussions. Et c'est ce qu'on a vu dans la dernière année, vraiment. Là, j'ai mis ChatGPT, là, mais c'est le même principe dans tous les modèles. On a augmenté cette fenêtre de contexte-là pour que les modèles soient capables de retenir, dans une conversation donnée, pendant un temps donné, plus d'informations pour ne pas qu'ils n'oublient le début. Et parallèlement à ça, et peut-être de façon contre-intuitive, il y a aussi une course aux modèles de plus en plus petits, mais quand même performants. Et vous allez comprendre que ce n'est pas si contre-intuitif que ça, parce que les modèles plus petits, avec moins de paramètres, ben, sont plus légers, coûtent moins cher et sont plus faciles à utiliser. L'analogie que je pourrais faire la plus simple, en fait, c'est j'ai peut-être pas besoin de 5 astrophysiciens pour expliquer ce qu'est une éclipse à un enfant de 6e année. Probablement que mes 5 astrophysiciens seraient capables de se réunir, discuter, échanger, arriver avec un modèle très vulgarisé pour mon enfant de 5e année, mais peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir 5 astrophysiciens pour faire cette tâche-là, et peut-être que des modèles beaucoup plus petits, pour des besoins plus petits, c'est plus raisonnable. Puis d'autre part, vous comprenez aussi qu'il y a un enjeu accessibilité marketing derrière les grands fournisseurs, c'est-à-dire que effectivement, si on offre gratuitement les très grands modèles, ça a un coût énergétique, ça a un coût monétaire, ça a un coût informatique. Et donc, on a des solutions vraiment qui sont plutôt hybrides, c'est-à-dire qu'il y aura des modèles vraiment on voit vraiment cette course-là au plus petit modèle et plus spécialisé. Regardez à droite du schéma ChemLLM, qui est un modèle spécialisé en chimie pour comprendre les molécules, discuter des molécules. Donc, on discute avec notre cousin chimiste qui veut nous parler que de chimie, alors que si on parle à Gemma 2, qui est le modèle grand public de Google, petit modèle, ben celui-là, c'est plus un généraliste. Donc, à la fois des modèles beaucoup plus grands, mais aussi une course aux modèles plus petits, mais qui sont performants. Qu'est-ce qu'on voit émerger également dans la dernière année? Les modèles multimodaux. Ça, je vous dis, ça, il y a une grande tendance aux modèles multimodaux là, de pouvoir être capable de discuter images, vidéos, son de façon complètement transparente, là. Donc, je vous ai donné 2 exemples ici. À gauche, j'ai pris une image de virus et de bactéries et je lui ai demandé de m'expliquer. Ici, c'est que des virus. Et là, il m'a expliqué l'image. Donc, il est capable de lire, interpréter cette image-là et me donner une réponse probable de ce que je peux voir sur cette image-là. Et on voit que les modèles ont vraiment progressé pour être capables de lire des images beaucoup plus complexes. Là, à droite, j'ai pris vraiment un ensemble de plantes et il me décompose toutes les plantes qu'il voit sur cette image-là. Et on voit même maintenant les modèles qui sont capables de reconnaître le texte dans les images, de lire des graphiques, de lire des tableaux, d'interpréter pour nous, en fait, toujours dans une perspective de probabilité de ce qu'il est en train de lire, de voir. Donc, les modèles multimodaux vraiment tirent profit du fait qu'ils sont capables à la fois d'entendre la vidéo, de regarder ce qui se passe dans une vidéo, de voir une image et de faire un traitement vraiment qui se promène de un à l'autre. Par exemple, ici, avec l'outil Runaway ML, on peut partir d'une image qui a été générée par une IA, mais carrément en faire une vidéo et de faire quelque chose. Donc, il a extrapolé l'image qui a été générée par la gauche, qui elle-même était une image par l'IA, et ensuite, il m'a proposé une vidéo, en fait, également qui a été générée par de l'IA, et j'aurais pu faire plusieurs versions de cette vidéo-là en lui demandant que je veux
un vol par-dessus par drone. Je souhaite qu'on ait l'impression qu'un élève rentre dans l'école. J'aurais pu vraiment générer plusieurs versions. Donc, vraiment, on passe du texte à l'image, à la vidéo sans problème. On voit même aussi des applications qui permettent de passer du texte à l'audio de façon très, très performante. Je vais prendre une petite minute pour écouter la version en anglais. Donc, je vais vous demander d'écouter attentivement. C'est en anglais, mais je vais y revenir en français de cet extrait audio-là. Pedagogical scenarios. Sounds kind of intimidating. It's simpler than it sounds. Think of them as meticulously designed learning adventures within the virtual world. These scenarios are crafted to maximize engagement and understanding. They're the secret sauce that makes VR in education so powerful. So they're like VR lesson plans, essentially. Exactly. And these researchers didn't just whip up any old scenarios, they actually created something called a scenario score to evaluate how effective they were. A scenario score. I'm intrigued. Tell me more. Well, the really interesting thing they discovered was that this scenario score was the most reliable way to predict how engaged students would be with the VR experience. It actually mattered more than the specific VR technology they used. So you could have the fanciest VR setup, but a poorly designed lesson plan, and it would fall flat. Exactly. It's like having a state-of-the-art kitchen, but a chef who doesn't know how to use the equipment. Donc, ce que ça le dit, si je résume brièvement, et là, le podcast que vous venez d'entendre, il est 100% généré par l'IA. Et la narration, et l'audio, et même le verbatim de cette narration-là. Ce que j'ai fait, Bruno vient d'arriver dans la salle, c'est le rapport de recherche que nous avons rédigé ensemble sur la réalité virtuelle. J'ai pris un rapport qui est accessible grand public, là. Il est gratuitement accessible à tous. Et ce rapport-là, je l'ai envoyé dans une IA et je lui ai demandé, qui s'appelle Notebook LLM, qui est capable de générer une discussion entre deux personnes. Et quand on écoute la narration correctement, et là, quand on a rédigé le rapport, on a fait ce qu'il appelait un score de scénario, où on a fait des analyses statistiques là-dessus. On s'est aperçu que le score de scénario avait un effet important sur la qualité et l'engagement des élèves. Si vous avez écouté attentivement, non seulement les auteurs de la balado, ben, il a réussi à capter l'essentiel de ce qu'on a nommé dans le rapport, mais en plus, ce que nous, n'en avons pas fait, ils ont fait même une analogie en comparant à la cuisine et à la qualité des instruments dans une cuisine et ces choses-là. Donc, les modèles multimodaux sont capables de passer du texte, faire un résumé, mais ici, on n'a pas simplement fait un résumé d'un texte, on a fait un résumé à la manière d'un podcast, d'une balado-diffusion, et est capable d'interagir. Ce modèle-là, Notebook LLM, je vous l'ai mis le nom en haut, c'est un outil de Google. Il a commencé à le faire en français. La qualité est semblable. Là, je peux vous faire jouer un petit 15 secondes pour vous le montrer. On plonge aujourd'hui dans l'apprentissage à distance, au Québec, plus précisément pour les ados. Ah oui. Ouais. Imaginez un cours d'histoire du Québec et du Canada, 4e secondaire. OK. Salut! Oups, On plonge aujourd'hui dans l'apprentissage à distance. Ici, c'est le rapport d'Alexandre, justement, sur la chose. Donc, Alexandre, si tu veux écouter ton rapport en balado-diffusion sur la formation à distance, je viens un 10 minutes pour toi qui discute du rapport. Et oui, après ça, la multimodalité, là, pour finir autour de la vidéo et de l'audio, ben, ici, on peut même ajouter la traduction. Là, ça, on le voyait déjà l'année passée. C'est encore le même principe. Là. On peut facilement faire une traduction en temps réel où la multimodalité joue un rôle et elle devient de plus en plus performante. C'est qu'elle modélise à la fois la voix, le texte, et la traducción, ce qui donne en quelques secondes ceci. Hola y bienvenidos a esta segunda conferencia sobre inteligencia artificial en educación. Esta vez, hablamos de los diferentes avances en 2024. Et ici, mon espagnol n'est pas aussi bon que ça, je vous assure. Donc, il a pris ma voix, il a modélisé mon son. Mais ici, ce que je voulais vous montrer, c'est le concept de multimodalité dans les modèles. C'est rendu très, très performant. Hola y bienvenidos. Ce qu'on voit aussi émerger rapidement pour aller de l'avant, c'est les outils que j'ai appelés combinés. C'est-à-dire que maintenant, avant, lorsqu'on parlait de désinformation, le grand défi qu'on voyait, c'était il n'y a pas de source. Hein. On l'a entendu pendant les 2 dernières années, les IA ne sortissent pas leurs sources parce que ce n'était pas leur intention, effectivement. Ce qu'on voit émerger, c'est justement une certaine que je nommerais complicité entre les outils. C'est-à-dire que ChatGPT maintenant utilise Bing. Mais quand je dis utilise Bing, c'est qu'il n'est pas dans la base de données, c'est que le modèle de langage envoie une requête comme nous on le ferait à travers un navigateur web, trouve des pages web et analyse ce contenu-là pour nous le renvoyer dans un document. Donc, il existe vraiment une interrelation entre les outils LLM de modèle de langage et les agents de recherche. Et ça, ça a progressé en 2024 et on voit vraiment là, qu'on s'en va vers une convergence outils de recherche
combiné avec modèle de langage, puisqu'effectivement, les recherches sur le web en temps réel, ben, c'est du langage qu'on utilise. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a des allers-retours comme ça. Ce que ça donne, par exemple, dans Perplexité, ça donne ceci. On voit que maintenant, on est loin de la requête où il nous donne une réponse sans appui. Ici, Perplexité nous fournit des sources, des vidéos à regarder, des questions liées et il nous donne dans le texte. Est-ce que ça veut dire que tout est vrai à 100%? Ce n'est toujours pas l'intention du modèle. Ce qui a été dit il y a 18 mois est encore vrai. Ce sont des modèles probabilistes. Ce que les grands modèles de langage ont tenté de faire, en fait, pour réduire cet effet-là d'hallucination et ou de fausses informations, c'est qu'ils se sont dit, ben, lorsqu'on va générer une réponse, cette réponse-là, on va la renvoyer dans un outil de recherche, puis on va aller chercher de l'information sur le web qu'on va retraiter dans le modèle de langage et qu'on va essayer de revoir. Mais ça reste un modèle de langage, donc c'est juste qu'il modifie son champ de probabilité en fonction des documents pour nous renvoyer de l'information. Donc, il y a un certain contrôle qui nous envoie vers peut-être quelque chose de plus probable dans la réponse, mais je reste quand même. Il peut arriver qu'il fait un mauvais résumé d'une page web ou d'un PDF qu'il n'a mal compris ou d'une vidéo. Ce n'est pas impossible puisqu'il s'agit quand même d'un modèle probabiliste, mais il utilise plus de moyens pour y arriver. Et les outils combinés, ça, c'est la tendance qu'on voit vraiment, ce que j'appelle outils combinés. Je n'ai pas trouvé de terme officiel, là, mais bon, c'est des systèmes d'IA qui sont intégrés dans les logiciels qui existent déjà. Antidote Plus, par exemple, a maintenant un module en ligne. J'ai mis Copilot, donc le navigateur même ou même votre ordinateur. Maintenant, il y a des ordinateurs qu'on appelle Copilot Ready. Donc, votre ordinateur, il est déjà intégré avec Copilot. Canva a aussi son outil intégré d'IA. On a entendu les annonces pour le Québec, Allo Français, une IA qui sera intégrée à même un jour le site de Allo Prof pour le français. Et en haut à droite, bien sûr, Adobe a toute une série d'outils d'IA. Donc, ces outils intégrés-là, vraiment, la frontière entre à quel moment l'IA va être utilisée. Je parlais de danger de transparence il y a 18 mois. Ce danger de transparence-là, il est encore existant parce que qu'est-ce qui se passe exactement avec l'IA? Quel est le modèle utilisé? Ça reste quand même un bon défi de savoir exactement lorsque j'utilise de l'IA dans un de ces outils-là, qu'est-ce qui se passe derrière la machine et mes données. Là, les conditions d'utilisation ne sont pas toujours simples, mais on voit que ça, c'est quand même la tendance à intégrer de l'IA à même les outils. Et bien, tout ça amène de l'évolution des préoccupations, hein? C'est-à-dire que lorsqu'on parlait il y a 18 mois de problèmes de fausses informations, d'hallucinations, de confabulation, de problèmes de source, on voit que les grands de ce monde, l'Anthropic, Google, OpenAI, ont tenté de réduire cet effet-là, mais le danger, c'est aussi qu'on a un faux sentiment de confiance, ça reste des modèles probabilistes quand même, qui s'appuient un peu mieux, qui nous envoient vers des sources, mais si je ne vais pas lire la source ou je ne prends pas le temps de cliquer sur l'hyperlien, l'information n'est peut-être pas plus valide. Donc, est-ce que le fait de donner un hyperlien, ça m'est déjà arrivé par exemple qu'il me fournissait 3 hyperliens, deux fonctionnaient pour vrai et le troisième ne fonctionnait pas. Ça arrive encore, c'est ces effets-là en fait, que lorsqu'on lui demande de donner des sources, parfois, il va attraper un site qui ne fonctionne pas bien ou il y a des problèmes. Donc, il y a peut-être encore un enjeu de fausse information. L'enjeu de plagiat, on l'a nommé partout. Je dirais qu'il se déplace dans le questionnement des institutions. On est passé d'un enjeu de plagiat direct en disant tout le monde va copier-coller l'IA à un enjeu que j'appellerais d'intégrité intellectuelle ou académique et le droit d'auteur, parce que là, effectivement, à quel moment doit-on mentionner comment on a utilisé l'IA si elle a servi uniquement à me donner des idées, elle a corrigé les fautes, elle a... Donc là, on s'est déplacé vers « Oh, c'est plus compliqué que ça, c'est plus clair, la ligne n'est pas directe entre c'est du plagiat, c'est pas du plagiat. » Bien sûr que le plagiat, il est clair lorsqu'on copie, on colle, mais lorsqu'on utilise de l'IA, ça pose cette question-là de qui appartient le droit d'auteur par l'IA. Et vous allez me dire, mais pourtant, c'est plutôt facile. Mais quand on regarde ces images-là ici, ces 9 images-là, ben, techniquement, elles ont toutes été générées par l'IA, mais pourtant, ce sont des images qui viennent pratiquement du film intégralement. Donc, la question qui se pose ici, et on m'a déjà posé la question en conférence, est-ce que c'est possible que l'IA me propose une phrase qu'elle a copiée-collée ailleurs, en fait? Mais sur le terme probabiliste, là, la réponse est oui. La probabilité n'est pas nulle que la phrase proposée par l'IA, qui a été générée à partir d'un arbre probabiliste, soit complètement originale. C'est pas impossible qu'elle ait repris une structure à quelque part. Donc, mathématiquement parlant.
peu probable, mais si vous voyez ici, ces images-là ont été générées par de l'IA, mais pourtant, ce sont des images qui correspondent à celles des films. Biais des IA, contrôle l'évaluation par des parties tierces. Un des enjeux qu'on a vu émerger lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de biais à travers l'IA, puis qu'il y avait beaucoup d'enjeux en se disant, hey là là, hein, les IA, il y a des biais par rapport au genre, à plein de choses. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place par les grands encore fournisseurs de ce monde. Et finalement, maintenant, on se retrouve devant une situation un peu inversée que c'est eux qui décident de quoi on pourrait ou ne pourrait pas parler avec l'IA. Je ne dis pas les IA peuvent dire n'importe quoi et qu'il y a que les billets, mais ça amène à des situations où si je veux discuter d'un élément, par exemple, ici, j'ai envoyé la question la semaine passée, est-ce que Donald Trump est responsable de l'émeute du 6 janvier? Ben, l'IA refuse de discuter ou d'échanger avec moi de cette discussion-là, en fait, basée sur Gemini qui a fait ce choix-là intentionnellement de Google. Possiblement que si je vais discuter avec Grok de Twitter, de X, lui, il va peut-être vouloir en discuter, mais là, il y a comme un élément que les compagnies ont voulu contrôler les billets ou éviter les sujets sensibles, peut-être avec des choix qui ne nous appartiennent pas comme individus, comme collectivité, mais plutôt par rapport à leurs choix qui pourraient ne pas être ceux qu'on veut. Et oui, les préoccupations grandissantes dans la dernière année, très clairement, je vais vous donner les références à la fin, là, mais l'environnement, là, vraiment, là, tous ces enjeux-là de grands modèles causent d'énormes problèmes dans l'environnement. Je vous invite à lire l'article de Sacha Luconis dans le Nature. Sur ça, elle propose vraiment qu'il y aurait carrément une cote énergétique associée au modèle. Je trouve ça vraiment intéressant. Les enjeux d'anthropomorphisme, depuis le début, je vous présente que je parle avec une IA, toutes les IA ont des noms. Donc là, à quel moment on va savoir qu'on parle à une IA et qu'on ne parle pas à une IA et que même toutes les compagnies s'efforcent de faire qu'on a l'impression de parler à des humains parce que c'est un souhait que ça soit plus naturel, mais en contrepartie, ces enjeux-là deviennent vraiment problématiques chez des plus jeunes, par exemple. Et la place des humains, j'ai écouté une conférence de Marc-Antoine Dillac la semaine passée qui parlait de ce concept-là d'exceptionnalité humaine, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit où les outils se déploient, ça remet en question en se disant ben, où on souhaite être, où on souhaite ne pas être. Il y a comme un enjeu qui est davantage du côté de la philosophie, mais il y a quand même des préoccupations grandissantes de la place de l'IA dans les entreprises, dans l'éducation et dans les différents milieux. Je vais terminer en une minute, en fait, pour vous dire que dans la dernière année, puis je vais passer la parole à Bruno, dans la dernière année, là, on a vu de très, très, très nombreux documents de politique, de recommandations, de guides, de principes. Là, je vous en ai mis 5 ici du Québec, là, mais il y en a partout, c'est-à-dire des guides de bonne pratique, des recommandations, des principes directeurs, des principes et balises, une charte. Donc ça, vraiment, c'est tant mieux, là, tous les institutions en éducation, en tout cas, ont commencé une réflexion là-dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et également des référentiels et des cadres de l'IA. Dans nos travaux actuels, on en a recensé plus de 90 cadres et référentiels. L'UNESCO en a sorti 2 qui sont très, très, très pertinents. Ce qui m'amène vraiment à où on s'en va avec l'IA. Dans le fond, là, il y a 3 grandes techniques qu'on voit que les gens ont développées dans la dernière année. Il y en a, là, je vais en présenter une. Après ça, je vais passer la parole à Bruno qui vous présente en profondeur une autre. La première, en fait, qui est la plus connue que tout le monde a adressée dans la dernière année, c'est ce qu'on appelle la rédactique. C'est-à-dire que on s'est dit, ben, si on veut utiliser efficacement l'IA dans la dernière année, on dit, ben, là, il faut apprendre à poser des questions à l'IA, il faut apprendre à interagir avec l'IA. Et ça, c'est la rédactique, c'est l'ensemble des techniques de rédaction, en anglais prompt engineering. Et là, il existe un ensemble de mesures qui a été mis en place pour pouvoir y arriver, pour vraiment se dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Donc, c'est une des premières versions qu'on voit que la dernière année, les derniers 18 mois, on a vraiment, vraiment travaillé là-dessus. Si vous cherchez en ligne là-dessus, il y a beaucoup de formations, d'accompagnement sur apprendre à poser des questions à une IA. Première méthode, en fait, qu'on retrouve vraiment en se disant, ben, l'utilisateur va avoir des meilleures compétences informationnelles à trouver de l'information. Il existe beaucoup de méthodes. L'autre façon que je parle en 30 secondes, et Bruno, j'imagine que tu vas être prête, c'est le fine-tuning. C'est-à-dire que là, il y a aussi des gens qui se sont dit, ben, à place que ce soit l'utilisateur qu'on va entraîner, on va plutôt modifier notre modèle pour qu'il soit très précis. On va aller jouer dans ce qu'on appelait tantôt les paramètres et les données pour s'assurer de vraiment, vraiment modifier les paramètres du modèle. Et finalement, ce qu'on appelle le Retrieval Augmentation Generation ou la génération augmentée par... donc, je vais laisser Bruno aller là-dessus vers les tuteurs intelligents, qui est vraiment, vraiment le développement le plus actuel en cours, je dirais, puisqu'on travaille beaucoup en éducation. À toi la parole, Bruno.
Alors, bonjour à tous. Alors, je vous présente un petit projet se réalise dans le cadre du projet partenariat Lavia que Normand a probablement présenté au début puis qu'on co-dirige. On a un petit projet spécifique où on a voulu développer un assistant pédagogique intelligent pour les professeurs. Alors, on a une petite équipe de 5 personnes avec moi en sciences d'éducation, avec 2 personnes, un prof et une étudiante en génie logiciel, puis un programmiste analyste, pardon, architecte qui est un peu notre wild card qui connaît très bien l'environnement AWS. Notez que AWS est un partenaire dans le projet L'avion. On peut passer à la prochaine, Normand. Alors, comment on a procédé? Plutôt que de faire une analyse de la portée, comme c'est souvent fait dans les projets de développement, on est vraiment dans une approche de prototypage rapide et de user-based design, de design centré utilisateur. Alors, on a tout d'abord identifié des scénarios en essayant de regarder des scénarios de complexité croissante et on a décrit chaque scénario de manière très détaillée. Donc, notre première clientèle, on s'est dit, on a un programme de formation des nouveaux enseignants à l'Université de Montréal, au Centre de pédagogie universitaire. Une des choses qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire, c'est rédiger leur plan de cours. Puis là, plus spécifiquement en pédagogie, rédiger des objectifs d'apprentissage, c'est quelque chose de difficile. Puis s'assurer d'avoir une cohérence entre les objectifs que tu rédiges, le contenu, les méthodes d'enseignement que tu mobilises, puis les méthodes d'évaluation, ça aussi, c'est difficile d'être bien aligné. Alors, en fait, c'est un peu ça qu'on voulait, puis on a, dans le fond, développé un scénario en 3 étapes, et chacune de ces étapes a sa propre base documentaire. Le RAG, en fait, continue, Normand, s'il te plaît. Donc, ce qu'on a voulu faire, le RAG, qu'est-ce que c'est? Le RAG, je l'explique un peu plus loin peut-être. Donc, en fait, nous, on a pris comme prototype, comme image, le processus d'accompagnement qu'on a des enseignants au Centre de pédagogie universitaire quand on les accompagne pour développer un plan de cours, d'un cours hybride ou d'un cours à distance. Donc, première étape, avant de faire le plan de cours, c'est de faire l'analyse du cours. Ben, c'est quoi les caractéristiques des étudiants, leurs besoins? C'est quoi les principaux défis de ce cours-là, si c'est un cours qui est intensif, s'il y a beaucoup d'étudiants, s'il y a une hétérogénéité des compétences préalables. Alors là, en fait, c'est plus une pensée générale qui va orienter les décisions. Ce n'est pas encore très opérationnel, mais c'est un peu comme un exercice de réchauffement. Puis à la fin, en fait, l'aboutissement de la première étape, c'est vraiment la formation d'objectifs d'apprentissage, la formulation d'objectifs d'apprentissage qui sont validés. La deuxième étape, du travail, quand on réalise un plan de cours, bien là, c'est vraiment de faire un tableau d'enlignement pédagogique. On le voit rarement dans les plans de cours, mais le tableau d'enlignement pédagogique nous permet véritablement de s'assurer de la cohérence entre les objectifs du cours, le contenu, méthode d'enseignement, méthode d'évaluation. On peut continuer. Puis là, finalement, tu peux passer la prochaine, Normand. Et là, finalement, à partir du tableau d'enlignement pédagogique, bien là, on regarde ça, puis là, le prof qui a le tableau d'enlignement pédagogique fait ses choix pour chacune des grandes sections de son plan de cours. La prochaine. Fait que là, Normand a vu la rédactique. Alors, le Retrieval Augmentation, c'est vraiment l'idée d'utiliser la puissance du LLM avec des documents spécifiques. Ces documents-là sont vectorisés avec un modèle de langage, s'en vont dans une base, Normand a parlé des tokens, donc sont tokenisés, sont vectorisés, s'en vont dans une base de données vectorielle qui lie les tokens et les requêtes comme les réponses passent au travers de cette base de données vectorisée. Et ça demande beaucoup la précision, en fait, par rapport à vérifier sur Internet si la réponse est là, c'est beaucoup plus précis. On peut continuer. Donc, c'est un peu ce qu'on a mobilisé dans le projet. On a mobilisé à la fois des techniques de rédactique avancées qui ne sont pas vraiment apparentes parce que c'est derrière l'interface, puis des techniques de retrieval augmentation. C'est assez complexe techniquement. Il y a plusieurs types de décisions à prendre, mais je n'irai pas dans les détails. Ce qu'on a fait, c'est du RAG, essentiellement, plus du prompt engineering. Alors, en fait, moi, je vous rapporte, j'avais une autre présentation, mais hier, Normand et moi, en fait, on va donner l'hiver prochain un séminaire des cycles supérieurs sur une question spécifique. Donc, un séminaire des cycles supérieurs sur l'utilisation de l'IA et de la réalité virtuelle en enseignement, en éducation. On devait finaliser le plan de cours. On avait un plan 4, on avait quelques idées. C'est intéressant parce que l'assistant, je l'ai essayé avec d'autres cours que je donne, puis je dirais que c'est là, hier, que je l'ai trouvé le plus utile parce que notre idée, on avait quelques lignes directrices, mais notre idée n'était pas parfaitement finale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, j'ai commencé par, en fait, on avait un document
avec nos idées de cours. C'est un peu comme un plan de cours cadre, mais c'est assez global. Donc, je l'ai mis, je l'ai déposé dans l'assistant, puis là, il me l'a analysé automatiquement. Alors, en fonction de l'analyse, je l'ai corrigé un petit peu son analyse, puis ça lui sert de contexte. On peut aller à la prochaine. Une fois qu'on a déployé le contexte, bien là, je lui ai demandé de m'aider à définir les caractéristiques des étudiants. Alors, il m'a donné une réponse intéressante, mais que je ne trouvais pas exacte pour la littératie numérique. Là, il s'est dit, comme on utilise beaucoup les TIC, on aura un bon niveau de littératie numérique, tu peux aller à la prochaine. Euh, alors là, je trouve ça assez bien, mais là, moi, je ne m'attends pas à ça. En fait, pour connaître les étudiants au cycle supérieur, je m'attends à beaucoup plus de diversité. Fait que là, il me donne quand même, là, il me donne des défis que je trouve quand même pas mal bons. Alors, on peut passer à la prochaine, Normand. Et là, il me donne aussi des pistes de solutions pour ces défis-là. Réaliser une évaluation diagnostique. Ah, bien là, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, je vais le retenir, favoriser la création d'une communauté d'apprentissage. J'y avais pensé. Les webconférences dynamiques, j'y ai pensé aussi. Puis mettre l'accent sur l'efficacité dans la conception de ressources en sélectionnant le contenu essentiel. En fait, puis moi, ça m'a, en fait, non seulement contenu essentiel, mais ça m'a mis sur la piste d'utiliser des gabarits. Alors, on peut continuer. Ça m'a quand même donné quelques pistes très intéressantes. Alors là, il me fait des recommandations de thèmes. Les recommandations de thèmes, je les aime assez, mais je ne les trouve pas parfaites. Ce n'était pas tout à fait selon mon contexte. Qu'est-ce que j'ai fait, normalement, la prochaine? Bien là, j'ai pris les thèmes, puis là, je les ai copiés dans un autre document Word, puis je ne suis pas obligé de le prendre tel quel, hein? C'est un agent conversationnel. Comme vous avez vu, je discute un peu avec jusqu'à temps que ça soit pas mal satisfaisant. Mais je ne serai pas capable de l'amener au point que ça va être 100% satisfaisant. Mais s'il est 80-90% satisfaisant, mais là, il était à peu près 80% satisfaisant. J'ai pris ces suggestions de thèmes, je les ai copiées dans un document Word, puis là, j'ai organisé les thèmes à mon goût. Puis ensuite, j'en ai discuté avec Normand, puis on a réorganisé les thèmes à notre goût en fonction, mais il y a quand même un input, comment je dirais, là, ce n'est pas une production automatique de l'IA, c'est l'IA qui renforce notre intelligence pédagogique. C'est une collaboration IA et humain. Et là, je lui ai demandé de faire un tableau d'enlignement pédagogique. En fait, là, j'ai fait la même chose. Là, pour les objectifs d'apprentissage, je ne vous ai pas mis la capture d'écran, mais en fait, connaissance, compréhension. En fait, j'ai fait la même chose avec les objectifs d'apprentissage. Là, j'ai oublié de mettre la capture d'écran, mais j'ai pris les objectifs d'apprentissage. Reviens en arrière, s'il te plaît, Normand, pas tout de suite. Les objectifs d'apprentissage, j'ai pris ce qu'il m'a suggéré. Encore là, je les ai modifiés un petit peu. Là, j'ai oublié de mettre la capture d'écran, mais je les ai modifiés jusqu'à temps qu'ils soient parfaitement à mon goût. Je vous dirais que les objectifs d'apprentissage qu'ils m'ont proposés, c'était quand même 90% à mon goût. Il était pas mal bon, là. Il était pas mal dans le sweet spot, mais je les ai juste arrangés un petit peu, puis j'ai changé l'ordre. Après ça, je lui ai redonné mes objectifs d'apprentissage après les avoir arrangés dans mon document Word. Puis excusez-moi, à partir de ces objectifs-là, je lui ai demandé de me créer un tableau d'enlignement pédagogique. Et là, il m'a créé ça. Et là, j'ai pris le tableau, puis là, là, tu peux aller à la prochaine. Là, j'ai pris son tableau, puis là, je l'ai copié dans Word. Et là, Normand et moi, on a regardé les thèmes. Donc, on a eu une petite séance pendant 15 à 20 minutes. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça, Normand, mais on a regardé les thèmes, puis on a regardé le tableau d'enlignement, on a modifié, on a regardé l'évaluation sommative. On a Je ne sais pas, je te laisse réagir, Normand. Comment tu as trouvé la rapidité de la préparation du plan thématique puis du tableau de cohérence? Ben, en fait, ça ajoutait une troisième personne autour de la table. Donc, vraiment, cette idée-là, et justement, Bruno, oui, c'est ça. Je trouvais que ça ajoutait une troisième personne, puis ça permettait de dynamiser l'échange, effectivement, ouais. On peut continuer. Donc, voilà. Euh, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut activer dans l'interface, là, ici, on lui dit de citer ses sources. Il nous donne ses étapes de réflexion, donc il est transparent sur la façon dont il fonctionne. Il nous cite ses sources en nous donnant des hyperliens, puis il nous cite les extraits précis des documents. Là, c'est un peu lourd de mettre toutes les captures d'écran, mais on a une fonctionnalité qui permet de citer ses sources. On continue. On continue. Et là, dans les prochaines étapes, non, 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 reste là. Puis là, tu pourrais peut-être même le copier puis le mettre. En fait, on a un certificat d'éthique. Je dirais que ça s'adresse surtout aux nouveaux enseignants. On pourrait le mettre dans le clavardage. En fait, on est dans des tests utilisateurs qui s'adressent aux nouvelles personnes enseignantes. On a un certificat d'éthique de l'Université de Montréal. On a un certificat d'éthique du Collège Antique puis du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.
On a des petits tests utilisateurs qualitatifs qui sont une séance de mise à l'essai avec protocole de pensée à voix haute suivi d'une entrevue. Ça dure environ 1 heure et demie. Si jamais vous êtes intéressé et volontaire, vous pouvez vous inscrire. La prochaine étape. Donc, écoutez, moi, j'en pense beaucoup de bien, mais on verra ce que nos utilisateurs. On est en pleine séance de tests utilisateurs. On avait notre troisième ce matin, donc je ne peux pas encore vous parler des tests utilisateurs. Mais essentiellement, je dirais, on pourrait penser qu'on voudrait pouvoir assister de l'expertise disciplinaire hors LLM. Je montrais l'application à Luc Vinet, puis là, il me disait, ah, je pourrais-tu me servir de ça pour un plan de cours sur l'informatique quantique? J'ai dit, ah ben Luc, je ne suis pas sûr, parce que l'informatique quantique, c'est tellement up-to-date, c'est tellement nouveau. Je dirais pour ce sujet-là, ben là, je pense qu'il faudrait lui rajouter une base de connaissances disciplinaires. Si je donne un cours sur sur la psychologie freudienne, je pense qu'on aurait probablement tout ce qu'il faut dans le LLM. Mais à partir de là, on peut évidemment passer assez facilement d'un assistant qui permet d'assister à la conception d'un plan de cours à concevoir un plan de leçon. On a déjà des expérimentations où on générait des études de cas à partir de ChatGPT. On pourrait le faire de la même manière avec cet outil-là, mais d'une manière peut-être aussi plus éthiquement responsable. On pourrait générer des guides de discussion en classe. Pour les personnes étudiantes, on est en train de travailler à un soutien de première ligne dans Moodle, à un tuteur intelligent dans les cours de biologie qui répond aux questions. Notre vrai objectif, ça serait quand même de faire un tuteur intelligent qui est fondé sur la théorie de l'échafaudage, sur le pedagogical content knowledge pour donner des indices, pour vraiment dire qu'on veut un tuteur intelligent adaptatif. On n'y est pas rendu. Ça serait notre idéal. Les prochaines étapes, on voudrait choisir un modèle plus petit pour lequel on fait un fine-tuning, ce qui nous permettrait aussi d'avoir une moindre empreinte écologique. On peut continuer énormément. Donc, on continue. Le fine-tuning, tu l'as expliqué. On reprend la prochaine. Nous, on a un système d'IA utile et performant, mais qui est aussi éthique et responsable. Puis, je ne connais pas beaucoup d'autres projets en éducation qui ont cette préoccupation-là de faire quelque chose d'utile et performant, mais aussi d'éthique et responsable. Je vois beaucoup de choses qui sont dans les politiques, des politiques éthiques et responsables qui sont des freins, mais qui freinent un peu l'idée d'éthique et performance. Alors, on a un système qui réside en territoire québécois, qui respecte la confidentialité des renseignements personnels, qui utilise aussi le LLM qui cote le plus haut sur les benchmarks éthiques, c'est-à-dire Claude d'Anthropic. Et puis là, je vais prochaine diapo. Donc, on a la compagnie euh, Hugging Face a un leaderboard sur des benchmarks éthiques, puis Claude Anthropic est le modèle qui lead sur tous les critères éthiques sauf deux. On continue. Donc, le choix du modèle n'est pas anodin. Il est transparent, c'est ses sources, il est économique et éventuellement plus écologique parce que pour moi, le meilleur proxy que j'ai trouvé pour évaluer l'empreinte écologique, c'est le coût parce que plus le modèle est gros, plus le prix des requêtes est gros, puis plus tu as des requêtes qui prennent beaucoup de tokens. Donc, pour le moment, le prix du token pour moi, puis le nombre de tokens, donc le coût, au final, est vraiment probablement le meilleur proxy de l'empreinte écologique. Puis finalement, ça nous donne une espèce de recette, si je peux dire, qu'on peut appliquer à plusieurs applications. Normand, je crois qu'on a terminé avec ouais. Il me reste les 3 on minutes. est En fait, pile poil. oui. Donc, puis Alexandre, on va pouvoir prendre les questions bientôt. Là. Je vais juste finir sur cette diapositive-là. Je vais prendre 3 minutes, puis on va pouvoir aller dans les questions si tu veux regarder. Donc, l'idée là ici que je voulais amener Bruno à présenter, c'est justement ce concept-là de tuteur intelligent. Bruno en a présenté un. Si vous cherchez en ligne, il existe beaucoup d'outils qui répondent à une variété de besoins dans différents pays, dans différents contextes. Cette notion-là de ne pas partir du modèle de langage directement, intégralement de la compagnie, mais vraiment de faire un passage à travers un ensemble de réflexions pédagogiques, éthiques, légales, c'est vraiment la tendance qu'on voit à l'international, là. Donc, Bruno a nommé qu'il y a une base de connaissances, qu'il y a des PDF qu'on a intégrés, il y a des ressources éducatives libres qu'on a intégrées dans l'outil, il y a un questionnement derrière l'outil, ce qu'on appelle des instructions. Les instructions, dans le fond, c'est comme la pré-rédactique. L'étudiant du cégep ou de l'université n'a pas écrit « Je suis un étudiant du cégep ». L'outil lui-même, par défaut, c'est qu'il est un tuteur pour un étudiant de cégep et donc, on appelle des instructions. Donc, ça, vraiment, quand on parlait de tendance de la dernière année, c'est au cœur des enjeux qu'on voit vraiment. La chose que je voulais vous montrer, ça s'appelle les agents intelligents. Le modèle le plus récent, c'est le Computer Use. C'est vraiment, vraiment le modèle. J'ai 2 minutes. Je peux vous la montrer en 1 minute, cette vidéo-là. C'est le fait que maintenant, les IA,
tous les modèles de langage, finalement, sont capables de parler à l'utilisateur, mais sont aussi capables de parler à tous les autres outils qui sont autour de, en fait. C'est-à-dire, quand je dis les autres outils, ben, techniquement parlant, je pourrais vouloir parler avec Excel, je pourrais vouloir parler avec PowerPoint, je pourrais vouloir parler avec Word, je pourrais vouloir parler avec peu importe quoi, un site web, un formulaire en ligne. Et donc, vraiment, cette tendance-là, dans la dernière année, des agents intelligents, un des modèles les plus intéressants, c'est le Computer Use qui vient tout juste de sortir, mais on voit vraiment qu'on est au début de ça. Je vais vous montrer une petite vidéo en espérant que ça tout fonctionne. Je vais devoir changer, je vais expliquer, ça devrait ouvrir mon navigateur. Je It's l'envoie actually par-dessus. already quite powerful, surprisingly. So what you're seeing here is a very basic agent done pretty much like what I just showed you. And it's based on GPT-4 and React style prompting. So we're asking. Excusez, je vais juste vous le mettre à l'écran, là, parce que là, je sais que ça ne bougeait pas la vidéo. Là. Donnez-moi une petite seconde. Et hop, je vous le mets à l'écran. Vous voyez donc la vidéo, elle est là. Et, et en fait, ce que vous voyez à l'écran en ce moment, à gauche. Bruno, tu vois l'écran, j'imagine? La vidéo? Merci. Ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est vraiment le navigateur. Ici, l'exemple concret, et là, s'il y a des chercheurs en éducation ou des professeurs d'université ou n'importe qui a un rapport de dépenses à faire, vous allez rapidement comprendre. La seule requête qui a été demandée à l'agent intelligent, c'est j'ai besoin de faire un rapport de dépenses pour ma dernière conférence. Et quand on pose la question à un agent intelligent, il va faire la même démarche que nous, on ferait. C'est-à-dire qu'il va se poser la question, ben, c'est quoi un rapport de dépenses? Qu'est-ce qu'on doit y mettre? Quels sont les documents que j'ai besoin? C'est quoi les formulaires, les informations? Mais il va faire ça de façon à utiliser toutes les ressources de votre ordinateur. Donc, l'agent intelligent, la question à gauche, c'est je dois remplir mon rapport de dépenses et automatiquement, et je vais couper le son de la vidéo parce que c'est en anglais, mais je vais juste vous montrer ce qui va se passer à l'écran. Donc, à l'écran, en ce moment, ce que vous allez voir, c'est que l'agent intelligent va lui-même appuyer sur le bouton Créer un nouveau rapport et il va automatiquement dire ce qu'il est en train de faire. Là, vous voyez, il a ouvert un formulaire, il a nommé le nom du rapport et il est en train d'aller chercher le bouton. Et ce qui se passe à l'écran en ce moment, la vidéo que vous voyez en accéléré, c'est littéralement l'IA qui est en train de le faire. Elle va chercher le PDF, chercher le montant dans le document, chercher les dates, chercher les dépenses, sélectionner la bonne information. Et toutes ces décisions qu'elle prend en temps réel, elles sont appuyées par à gauche par un arbre décisionnel. Donc, vous le voyez dans la fenêtre en bleu à gauche que toutes les décisions prises, ce n'est pas un utilisateur qui fait ça, c'est littéralement Computer Use, c'est l'outil qui prend contrôle de votre ordinateur. Je le sais, ça peut aussi amener des craintes de comment une IA peut faire tout ça, mais l'IA peut parler à la fois à tous les PDF, ramasser l'information et utiliser une variété d'outils pour pouvoir remplir votre rapport de dépenses. Donc, les IA qu'on appelle justement les agents conversationnels vont faire, les agents IA, je veux dire, excusez-moi, vont être capables de faire vraiment un ensemble de tâches complexes à partir d'un ensemble d'outils. Le potentiel est intéressant hein, parce que imaginez, monsieur, je n'arrive pas à démarrer mon écran. Ben, si je dis ça à mon ordinateur, il serait capable tout seul de trouver comment démarrer ma caméra en cherchant les paramètres et mes solutions. Donc, vraiment, les agents intelligents, c'est comme la prochaine chose. Pourquoi je dis que c'est la prochaine chose? À l'heure actuelle, le coût de ces agents-là, c'est qu'il y a beaucoup de requêtes, de jetons, de tokens derrière ça. Il y a une grosse facture énergétique et monétaire qui est derrière ça, mais c'est vraiment la chose qui s'en vient. Les tuteurs intelligents, il y en a beaucoup. Des ressources pédagogiques, mais oui, on voit vraiment que les considérations éthiques, légales, environnementales sont nommées partout, par toutes les institutions. Et finalement aussi, ben, il y a l'inconnu. Là, on ne sait pas trop où on s'en va avec ça parce qu'il y a probablement des choses qu'on ne sait pas. Il existe plusieurs recherches que je ne parlerai pas parce que je veux m'assurer d'avoir 12-13 minutes pour les questions. Mais je vais vous les partager quand même là, sur la comparaison, le tuteur, est-ce que ça fonctionne pas? Ça commence à émerger. Là. La majorité sont des preprints, mais on voit vraiment émerger un bon nombre d'études sur la comparaison entre groupe contrôle, groupe expérimental qui a testé des tuteurs. Et vraiment, la tendance, c'est que ça fonctionne dans certains contextes, dans certaines conditions, mais je pourrais vous les partager avec plaisir. Donc, est-ce que j'imagine que ça a peut-être amené des questions, des craintes. J'ai tout ça en fait qu'on présente où on s'en va avec ça soulève des enjeux, des questionnements que je crois vraiment que les institutions se sont penchées, se sont questionnées. Je crois vraiment qu'on s'attarde maintenant aux bonnes questions. Où est-ce qu'on veut de l'IA, où on n'en veut pas, quels sont les enjeux éthiques et légaux, et que les tuteurs intelligents semblent être la porte de sortie justement de tous ces enjeux-là qu'on peut retrouver partout. Alexandre, je te vois apparaître, mais je t'écoute. Oui, ben, merci beaucoup. La présentation, merci à vous deux. La présentation était très, très intéressante.
je vais faire un effort, je fais un gros effort de synthèse parce que vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui ont été déposées dans le QR. Je vais essayer de synthétiser, en tout cas, commencer par deux thèmes. Euh, il y a beaucoup de questions que je regrouperais sur le thème, je dirais, comme de l'éthique dans de différentes façons. D'abord, dans le travail qu'on fait, ben, sur la transparence, comment on nomme l'apport que peut avoir l'IA dans n'importe quel travail. Les questions survenaient pendant que Bruno présentait les modèles, ben, que ce soit en recherche ou quand on développe des choses, des produits, comment on parle du rôle de l'IA, mais aussi éthique du point de vue de la confidentialité des données. Je comprends que selon les produits, euh, ce que nous, on envoie dans ça va être traité, passer dans des serveurs, passer à la moulinette. Puis, tu sais, donc, nos données, nos informations, notre travail se trouve être reformaté, s'en aller où est-ce que ça s'en va, tu sais. Dans le fond, c'est ça, la transparence, l'éthique, la confidentialité des données. Qu'est-ce qu'on en connaît? C'est quoi où on s'en va de ce point de vue-là? Ben, la réponse n'est pas simple, puis Bruno pourra réagir là-dessus après, là, mais justement, le grand défi, c'est que si on se fie uniquement aux grands fournisseurs, on en connaît peu ou pas, ou c'est complexe de comprendre où s'en vont des données et comment. Là, par exemple, lorsque j'utilise une IA, pour ceux qui font de l'analyse de données qualitatives avec la classe TI, il y a des outils d'IA à l'intérieur des logiciels d'analyse de données qualitatives et où s'en vont nos données. C'est pas toujours clair parce qu'il y a toujours des sous-partenariats. La majorité des logiciels, en fait, ont en général un partenariat avec OpenAI, Anthropic et ou Google, là, parce que les autres compagnies ne font pas leur propre modèle, ils mobilisent les modèles qui existent déjà. Et là, effectivement, d'où le positionnement, en fait, qu'on peut essayer de voir comment notre institution, quand on utilise un modèle donné, est-ce qu'on sait qu'est-ce que font nos données, c'est quoi le parcours de nos données. Donc, Bruno va vraiment enchérir que c'était un des soucis du modèle présenté par Bruno, c'est on peut tracer tout le chemin de nos données d'un bout à l'autre et l'utilisateur, il y a des conditions claires de, non seulement c'est des données à la fois de recherche, mais aussi des données, mais on a cette préoccupation-là de les retracer. Ce qui est peut-être parfois plus difficile lorsqu'on va vers des grands fournisseurs de ce monde. Donc, effectivement, si je paye juste ChatGPT Pro, il y a des conditions d'utilisation liées à ce que OpenAI décide. Lorsqu'on développe nos solutions un peu plus maison, on peut avoir plus de contrôle sur nos choix par rapport au cheminement de nos données. Il n'y a pas une réponse claire, mais la question, elle est bonne de Oui, puis-je faire la retraçabilité de mes données? pas d'accord avec Normand. La réponse est hyper claire, là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait. Puis là, je vois beaucoup de questions qui disent en quoi est-ce que c'est mieux que ChatGPT ou quel autre produit? On ne prétend pas être mieux que ChatGPT. C'est pas du tout ça l'objectif. On prétend être presque aussi bon. Et on se contente. On est très heureux d'être presque aussi bon si en même temps, c'est-à-dire que notre critère n'est pas uniquement la performance et l'utilité. Alors, et c'est là qu'on se distingue de tous les autres développements qui se font en éducation. Notre critère, c'est de dire on fait ça dans une infrastructure qui réside au Canada. Même le modèle de langage réside non seulement au Canada, au Québec, à Dorval, pour être précis. Alors, non seulement ça, puis là, les documents que l'on donne à la machine d'intelligence artificielle, c'est des documents pour lesquels on possède des droits. Ou si, en fait, soit dans le cas du tuteur intelligent, c'est des documents qui sont des ressources éducatives libres. Dans le cas du tuteur pour les profs, c'est parfois des documents des centres de pédagogie, c'est des documents. En fait, on ne nourrit pas la machine avec les documents. Les interactions se passent entièrement au Québec. On a des préoccupations de transparence, on a des préoccupations. Fait que là, c'est très clair qu'utiliser un plus petit modèle de langage qui réside au Québec, puis des interactions par rapport à utiliser ChatGPT, si on est presque aussi performant pour beaucoup d'avantages en termes de coûts, d'empreinte écologique, de précision, de critères éthiques, bien, c'est un peu ça qu'on vise avec le projet. Alors non, oui, on a des membres de l'équipe projet qui veulent qu'on fasse des comparaisons avec ChatGPT et les autres, et moi, je résiste un peu à ça. C'est pas ça. On ne veut pas démontrer qu'on est meilleur. En fait, on ne sera pas meilleur que ChatGPT. Là. Ils ont des moyens, ils ont dépensé des centaines de millions de dollars. On vise le sweet spot entre la performance et les critères éthiques. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Puis l'autre chose, peut-être, à laquelle je voudrais répondre, il y a beaucoup de questions de comment on le cite. C'est bon, oui, on veut le citer. Je dirais, il y a eu une question spécifique de comment on peut le citer dans notre plan de cours. Fait que dans notre plan de cours, je pense qu'on va être exemplaire. On va peut-être même mettre l'extrait de la présentation. On va être vraiment essayer de citer de manière transparente le travail. Puis comment on cite le fait qu'on utilise l'agent pédagogique intelligent. Je n'y ai pas encore pensé, mais je pense que c'est intéressant de le faire. Là. Voilà. Et en fait, juste pour préciser, l'idée que je disais que c'est pas clair, en fait, pour moi, c'est tous les autres outils qui existent, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, au Québec, on utilise beaucoup Canva, où on va utiliser plein d'outils qui existent déjà, et où là, il y a un grand défi, en fait,
de manque de clarté, c'est par rapport à tous les autres usages. Comment peut-on être transparent lorsque j'utilise Adobe pour faire mon montage d'image, puis que finalement l'IA m'a fait une proposition que j'ai ajoutée. Ça, la transparence de ces outils-là, en fait, dans l'ensemble des outils qui existent dans l'écosystème, pas juste l'outil tuteur intelligent présenté par Bruno. Là. Je parle de tous les outils que j'ai nommés, en fait. Là. Je parle pas d'agent de tuteur intelligent, mais je parle vraiment de tous les outils qui vont imbriquer de l'IA. Ça, en fait, ce souci-là de transparence de comment naviguent nos données, on doit se la poser et ce bout-là est vraiment difficile. Il est possible et tout à fait souhaitable, comme Bruno vient de le nommer, dans un agent conversationnel local, ça se fait très bien. Mais ça se fait beaucoup plus difficilement dans tous les autres types d'outils qui existent sur la modification des images, la modification des vidéos, le traitement de l'audio, la narration automatique dans PowerPoint. Tout ça suppose que nos données transitent dans un ensemble de serveurs. Donc, tous les outils que j'ai montrés, nommés, ces choses-là, la réponse éthique, elle est vraiment complexe de comment on va le choisir. Au contraire, une solution locale, comme Bruno a présenté, et justement, on contrôle le parcours des données. Fait que c'est là que moi, je vois vraiment où que je disais que c'est complexe sur le plan éthique pour les modèles à large déploiement. Là. Comme je l'ai montré tantôt, Computer Use d'Anthropic, il y a beaucoup de données qui se promènent. Là. Ouais. Ah. Merci. Ben, comme on est en éducation, je vais faire au moins une question spécifique à l'éducation, bien, qui est regroupée, en fait, je pense, sur le chapeau général comme de l'authenticité de ce qu'on va consulter, autant du point de vue, par exemple, que tu as montré des images là, qui étaient générées par l'IA, mais c'était difficile à l'œil de savoir. Autant on a plusieurs questions sur l'évaluation. Comment je fais pour savoir, dans un monde où l'IA va devenir, je pense pas que c'est une mode, là, ça donne l'impression que dans le futur, ça va être de plus en plus présent. Comment on fait pour savoir que des images, des documents ou le travail d'un élève, d'un étudiant, est-ce qu'on a des outils ou des stratégies pour savoir si c'est authentique ce que je suis en train de consulter, hein? Mais je vais y aller une passion. Ben là, j'ai vu, ouais, et puis on a posé la question sur les. Il existe une variété d'études et d'outils pour détecter à la fois les images et le texte. Il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui ont proposé justement de mettre ce qu'on appelle justement une étampe dans l'image ou dans le texte pour s'assurer. Et là, les chercheurs ne s'entendent pas. Il y en a qui disent que ben, si je mets une étampe pour dire que cette image-là est générée par là, puis l'autre ne l'est pas, on va-tu faire confiance à l'image qui ne l'est pas si peut-être que quelqu'un l'a fait quand même? Là, il y avait quand même un défi d'avoir vraiment un filigrane. Là. Donc, c'est quand même un enjeu complexe. Il y a des outils à qualité variable, à détection variable. Il y a des projets qui ont détecté. Là, ça dépend de la langue, ça dépend. Et même, ce qu'ils ont démontré, c'est que ben, c'est un peu une course à l'armement. Là. Donc, la solution, elle est plutôt humaine qu'informatique là, à l'heure actuelle. L'avenir me dira si je me trompe là-dessus, mais il y a des logiciels en fait qui ont des tests. Il existe quand même plusieurs méta-analyses sur la détection de l'IA dans les textes, principalement en anglais. J'en ai vu peu en français. Mais encore là, un étudiant qui travaille à la façon que Bruno a montré tantôt, avec des allers-retours avec une IA, plusieurs allers-retours, puis qui retravaille son texte, je pense pas que l'IA va le détecter aussi facilement que ça. Donc, fait que la réponse, elle est plutôt humaine sur changer nos méthodes d'évaluation. Et je le sais, là, c'est pas facile. La réponse à ça, elle est difficile. Mais la détection informatique simple et elle n'est pas si évidente que ça. Elle passe notamment par des bonnes habitudes de transparence. Elle passe par des changements de type d'évaluation. Mais la solution informatique, il n'y a pas une solution unique. Vous allez en trouver en ligne. Si vous cherchez détecteur d'IA, d'image, il y en a. Là. Je veux dire, c'est pas qu'il n'existe pas. Là. Ça existe. Là, ouais. Là, je vois beaucoup d'autres questions qui disent notre produit. Là, je voudrais être clair, là, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Beaucoup de gens qui demandent quand est-ce que ça va être disponible. Il y a des questions qui sont des suggestions, qui sont quand même des suggestions intéressantes par rapport aux règles. Là. Donc, en fait, vous pouvez concevoir, bon, est-ce que, par exemple, Serge Gérin-Lajoie demandait est-ce qu'on peut y intégrer des pratiques qui correspondent aux données probantes? Alors oui, on pourrait nourrir la base règle d'un résumé de la métasynthèse de HATI la plus récente, par exemple, pour peut-être tout en. Fait que l'idée, c'est qu'on peut effectivement en développant, puis là, il y aurait peut-être un nouveau scénario là, de dire de twister les recommandations en fonction des données probantes. Nous, on a commencé des choses, mais en termes de disponibilité, juste pour être clair, on est à une étape de prototypage. Ça veut dire quoi? Nous, notre scénario, c'est on a un prototype. Quand on a un prototype, on a une approche qualitative où on fait entre 5 à 10 tests utilisateurs. On modifie le prototype, on passe à une deuxième étape, 5 à 10 tests utilisateurs. Quand c'est satisfaisant, on vise une étape de déploiement intermédiaire en janvier où on va l'ouvrir aux nouveaux enseignants de l'Université de Montréal, mais où on va être, je dirais, ouvert au prototypage.
supérieur. Maintenant, quand est-ce qu'on va déployer ça à large échelle? À plus large échelle, là, ça demande une intégration à Moodle, ça demande une autre réflexion. Je ne suis pas capable de répondre à la question aujourd'hui même. Je vous dirais simplement quand même que c'est notre objectif de le faire éventuellement puis de le rendre accessible, mais c'est quand même très différent ce dont on a besoin pour développer un prototype que pour déployer à large échelle. Merci. Je pense qu'on aurait peut-être en guise de conclusion, en fait, pour revenir à l'éducation, puis qui concerne un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer les jeunes? Parce que, comme on disait, je pense que l'IA, c'est là pour rester, là. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer les jeunes à l'utilisation de l'IA dans leur vie future ou dans le présent même? Bonne question, Alexandre. Ben, en fait, il y a plusieurs façons, hein. Je pense que chaque discipline va avoir un rôle à jouer, en fait. Là, tu es en histoire, ben, on espère qu'on va garder quand même cette idée-là de pensée critique, des sources d'information, parce que l'IA peut quand même aider à développer. Donc, chaque discipline a un rôle à jouer, à mon avis, sur la place de l'IA dans sa discipline. L'école va avoir un rôle à jouer, mais oui, il faut penser à c'est quoi les compétences souhaitées. Compétences informationnelles, pensée critique, mais aussi éthique du travail, là. Il y aura aussi ça. Puis, honnêtement, je dis pas qu'il faut de l'IA partout, là. Je pense vraiment qu'on doit réfléchir où on en veut, où on n'en veut pas. On veut pas de la perte de compétences humaines, on veut de la compétence humaine amplifiée ou appuyée par l'IA, là. Donc, et c'est pas évident de dire, ben, ça se peut que pendant les 3 prochaines semaines, on va apprendre à rédiger un texte, le récit en 3 temps. C'est une évidence que l'IA le fait mieux qu'un enfant qui doit apprendre à sa compétence de rédaction. Donc là, il y aura quand même un enjeu, mais on doit quand même comprendre. Il y a quelqu'un qui a posé la question, puis je laisse le président à Benoît là-dessus. Tu sais, on a parlé peu des limites des IAG, en fait. Ben, les limites, c'est ceux qu'on a nommés, hein, justement, c'est que c'est un modèle probabiliste. Je l'avais parlé beaucoup à la première conférence, là, mais c'est lié à la façon que le modèle fonctionne. Ce sont des modèles probabilistes. Ça a un coût énergétique important, ça a un coût environnemental important. Il ne cherche pas à donner une réponse fiable, valide, en fait. Il donne une réponse probabiliste à nos données qu'on lui envoie. Il y a un enjeu de données personnelles. Donc, des enjeux et des limites de IAG, il y en a beaucoup quand même, là. Ils sont documentés quand même et ils sont le revers de la médaille de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Bruno, de ton côté, littératie de l'IA, mais je t'écoute si tu as autre chose à ajouter là-dessus, là. Non, littératie de l'IA, qu'est-ce qu'on fait pour éduquer? Là, moi, je pense qu'on a besoin d'éduquer nos étudiants. Puis là, en fait, moi, je pense qu'à l'autre bout de la chaîne alimentaire, on a besoin d'éduquer les thons qui sont, ou les requins, mais j'aime mieux l'image des thons, là, ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne alimentaire. Qui? Les cadres académiques, les décideurs, les éducateurs, les gens du ministère de l'Éducation, les gens du ministère de l'Enseignement supérieur, nos recteurs, vice-recteurs, les directeurs généraux, directeurs adjoints, directeurs des études adjoints des cégeps. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup d'étudier les étudiants, mais je pense que le sweet spot pour l'éducation, c'est d'embrasser l'IA, d'en faire une utilisation utile et pertinente, mais en même temps centrée sur l'humain, éthique et responsable aussi. Pour moi, c'est ça le sweet spot. C'est pas d'être dans les résistances, puis c'est pas d'être dans le débordement d'enthousiasme. Mais oui, encadré, on a beaucoup de politiques défensives, mais moi, j'aimerais voir des politiques davantage qui sont tournées vers l'avenir et les opportunités que juste des politiques défensives. Et pour ça, on a d'abord et avant tout besoin d'éduquer nos cadres supérieurs parce que c'est eux autres qui définissent les politiques, c'est eux autres qui définissent le terrain de jeu. Puis s'ils le définissent juste d'une manière défensive, ben là, on n'aura rien avec quoi jouer. Il faut qu'ils comprennent aussi les opportunités. Puis là, je parle des gens qui sont au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, nos cadres supérieurs dans nos établissements d'enseignement. Pour moi, en réalité, je trouve que ça doit être les premières cibles de nos initiatives de littératie de l'IA, avant même les élèves. Et là, je félicite déjà toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire parce que, en fait, vous faites les démarches pour vous éduquer, vous renseigner. Donc, vous n'êtes peut-être pas ceux qui ont besoin d'être le plus éduqués puisque vous faites déjà les démarches pour le faire. Bien, merci beaucoup. Excuse-moi d'avoir twisté la réponse à ta question. Là, je l'ai faite en politicien, j'ai répondu avec un autre clientèle, mais c'est quand même ce que je pense. C'était parfait. Ça nous projette dans l'avenir puis dans l'utilisation qu'on va en faire. Donc, ben, on arrive au terme du temps qu'on avait alloué au webinaire. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos idées sur le sujet de l'intelligence artificielle en éducation. Merci beaucoup à nos participants, à vos questions. Malheureusement, il y avait vraiment beaucoup de questions. On n'a pas pu toutes les passer. On a essayé de les regrouper un petit peu. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation. Puis je vous souhaite une belle fin de journée.